La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Il y a un peu plus de 2 ans, je recevais pour une série de 3 émissions dans La science et nous, l'astrophysicien Jean-Luc Atteillat, qui est spécialiste de l'observation des phénomènes violents dans l'univers, ceux qu'on appelle les sursauts gamma. Il nous avait expliqué de quelle manière ces événements célestes ont été découverts, par hasard, comment ils sont observés, comment on les explique. Les choses se compliquent un peu d'ailleurs car il y a plusieurs types de ces sursauts, les courts et les longs, nous allons y revenir. Et surtout, il nous avait expliqué qu'il collaborait avec les astronomes chinois pour lancer un satellite dans l'espace, dédié justement à l'observation de ces sursauts gamma. Ce satellite, SVOM, qui signifie Space-Based Multimode Variable Astronomical Object Monitor, devait être lancé en 2023. Finalement, il a été lancé le 22 juin 2024 avec succès depuis la base de lancement chinoise de Xichang. Depuis cette date, le satellite donne des résultats étonnants. C'est donc le moment d'inviter à nouveau Jean-Luc Atteillat pour faire le point sur toutes ses recherches. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Sylvie. Je voudrais, Jean-Luc, que tu nous rappelles d'abord ce que sont ces sursauts gamma, l'histoire de leur découverte, assez étonnante, et puis ensuite, tu nous raconteras le lancement de SVOM dans les montagnes chinoises, l'ambiance de la recherche et les résultats obtenus. Mais d'abord, raconte-nous à nouveau comment ces sursauts ont été découverts et l'évolution des connaissances à leur sujet. Les sursauts gamma sont des phénomènes qui sont par nature extrêmement transitoires, c'est-à-dire qu'ils durent quelques secondes, et c'est ce qui a permis leur découverte, puisque on avait, à la fin des années 60, on avait envoyé dans l'espace, les Américains et probablement les Russes d'ailleurs, des satellites qui étaient destinés à observer en rayons X et gamma, donc des rayons de haute énergie, pour surveiller d'éventuelles explosions nucléaires en dehors de l'atmosphère. Et ces satellites ont découvert des flashs de rayons gamma qui duraient quelques secondes, et donc qui sont assez faciles à identifier sur le ciel, puisque le ciel est plutôt calme d'habitude. Et heureusement, ils ont pu être identifiés assez rapidement comme étant de nature cosmique et non pas de nature humaine, ce qui aurait pu provoquer un drame à cette époque de guerre froide. Oui, donc on est dans un cas où c'était des recherches militaires stratégiques pour savoir s'il y avait des lancements de phénomènes de l'air dans le ciel. Et en fait, ils ont découvert un phénomène cosmique. Exactement. En fait, les satellites n'étaient pas là par hasard. Ils étaient là pour surveiller le respect d'un accord qui avait été signé entre les Américains et les Russes d'interdire les essais nucléaires dans l'espace. Donc, qui dit accord, dit surveillance de l'accord. Et donc, les satellites étaient là pour surveiller ça. Et ils ont découvert ce phénomène qui a très rapidement suscité un grand intérêt, qui était donc de nature astrophysique. Et les militaires ont déclassifié, enfin, tu veux dire, ils ont laissé les chercheurs après étudier ces phénomènes-là? Alors, ça ne s'est pas fait instantanément, puisque le premier sursaut gamma répertorié a été détecté en 1967 et que le premier article scientifique est paru en 1973. Donc, 6 ans plus tard, c'était des chercheurs du Los Alamos, donc un institut qui était quand même militaire, qui ont publié ça. Et donc, à partir de ce moment-là, les Russes et les Européens se sont lancés dans la course pour détecter ces événements, ces phénomènes. Détecter, je suppose, essayer de comprendre de quoi il s'agissait, parce que c'était quand même quelque chose d'étonnant. Alors, tout à fait. Cependant, ce n'était pas facile, parce que les positions fournies par les satellites étaient très imprécises, donc des grandes régions du ciel, et on voyait que des rayons gamma qui sont très difficiles à localiser. Donc on a pendant 30 ans, on n'a pas été capable
de déterminer de façon certaine l'origine de ces phénomènes-là. Donc le mystère a grandi pendant une trentaine d'années jusqu'à ce qu'un satellite italo-néerlandais, donc en Europe, soit capable, pour les sursauts gamma qui se produisaient dans son champ de vue, de se tourner très rapidement, de les identifier, de localiser beaucoup plus précisément qu'avant. Ce qui était intéressant, c'est qu'il surveillait une partie moins grande du ciel. Il ne surveillait pas tout le ciel. Et donc là, on a pu pointer des télescopes avec quelques heures de retard, quelques heures plus tard, et on a découvert une étoile qui n'était pas là avant et qui disparaissait très rapidement. Je pense que les gens doivent se rendre compte qu'observer un phénomène qui dure quelques secondes avec un télescope, ça ne marche pas comme ça, parce que le télescope, il faut le temps de le pointer vers l'endroit, et le temps que tu pointes, c'est fini. Donc c'est ça tout le problème de l'observation de ces sursauts gamma pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, tout à fait. Bon, la chance qu'on a, c'est que le sursaut gamma lui-même dure quelques secondes, mais il s'agit, en fait, on en parlera peut-être plus tard, d'une étoile qui explose, et les braises, ce qu'on peut appeler les braises du sursaut gamma, mettent du temps à s'éteindre. Donc, on voit un signal dans le domaine visible qui, lui, va disparaître en quelques heures, typiquement. Donc, on n'est pas tenu d'arriver dans des secondes, mais dans des minutes, oui. Donc il me semble que ce qui était important déjà, c'est d'avoir une idée de la distance de ces phénomènes-là, s'ils étaient proches de nous ou s'ils étaient très lointains. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça dans les recherches? Alors, ça a fait l'objet d'un énorme débat pendant des années, tant qu'on n'avait pas identifié la contrepartie visible avec les télescopes. Et il y avait deux hypothèses. Les gens pensaient qu'ils étaient très près, comme plein d'autres sources qui sont faites par des étoiles à neutrons de notre galaxie, donc des choses assez proches, et d'autres pensaient qu'ils étaient très très loin. Les raisons pour lesquelles on n'avait que ces deux possibilités, et qui venaient de partout dans le ciel. Donc soit il fallait que ce soit des sources, il fallait pas voir. Attends, excuse-moi de t'interrompre, c'est-à-dire que s'ils avaient été dans notre galaxie, on les aurait vus uniquement dans le plan de la galaxie, tandis que là, on les voit même perpendiculaires partout et avec la même densité un peu, c'est bien ça? Exactement, donc soit c'était des phénomènes très très lointains, puisque on sait qu'à très grande échelle, les galaxies sont distribuées partout sur le ciel, ou alors très locaux, comme les étoiles qu'on peut voir à proximité de nous, mais en tous les cas, pas à l'échelle galactique ou supragalactique, etc. Et ces deux hypothèses n'ont pu être tranchées qu'en 1997, donc 30 ans typiquement après la découverte, lorsque ce satellite italien a pu identifier l'émission visible, et on a pu remarquer qu'elle était associée à une galaxie, que cette galaxie était très très loin, et que donc ça a clos le débat, et les sursauts gamma viennent de très très loin et par conséquent libèrent une énergie fantastique. Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que s'ils étaient prêts, c'était une énergie à peu près, compréhensible, tandis que s'ils sont très, très loin et qu'en plus on reçoit une énorme énergie, tu nous peux me dire un petit peu l'énergie qu'on reçoit, par sursaut gamma à peu près? Oui, alors pour faire simple, pour donner une image, pendant le sursaut gamma, l'énergie qui est libérée correspond à peu près à l'énergie émise par le Soleil pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Donc en quelques secondes, le sursaut gamma émet autant d'énergie que le Soleil en 10 milliards d'années. Donc il fallait trouver, une raison possible de ces événements. Tout à fait. Donc l'hypothèse proche était sympathique parce qu'elle autorisait des événements qui se répétaient. Là, on est loin, et donc ces événements cataclysmiques qui ne vont se produire qu'une fois dans la vie d'une étoile. Et on sait maintenant que c'est à la fin de la vie de l'étoile, lorsque son cœur s'effondre pour donner un trou noir. Pendant le cœur met quelques secondes, il tourne a priori assez vite, donc il ne va pas tomber directement dans le trou noir. Il met quelques secondes à freiner pour tomber dans le trou noir. Énormément d'énergie est libérée, et c'est là qu'on voit un peu le cri de fin de vie de l'étoile, de naissance du trou noir, et c'est le sursaut gamma. Alors attends, tu dis ça, tu parles d'une étoile, mais c'est pas n'importe quelle étoile, c'est une étoile de grande masse. Le Soleil, il fera pas ça. Faut pas faire peur aux gens. Donc enfin là, ce dont tu parles, ce sont des étoiles qui ont au départ, combien de fois la masse du Soleil? Donc
Oui, tout à fait. Tu as raison, effectivement, la grande, grande majorité des étoiles va mourir de façon beaucoup plus calme. Ce sont les grosses étoiles, celles qui dépassent typiquement 20, 25, 30 fois la masse du Soleil, qui, elles, ont un cœur qui fait, à la fin de la vie de l'étoile, le cœur fait peut-être 8 fois, 10 fois la masse du Soleil. Et là, c'est dans ces cas-là qu'un trou noir est créé et qui peut émettre un sursaut gamma. Donc ça nous intéresse beaucoup parce que, comme le sursaut gamma est extrêmement lumineux, on peut voir ces grosses étoiles, disons, mourir jusque très très loin dans l'univers. Et donc c'est un outil très précieux pour nous. À quelle distance tu peux dire, en années-lumière, des milliards d'années-lumière? Oui, oui, de toute façon, c'est des milliards d'années-lumière. L'âge de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années, typiquement. Et les premiers sursauts gamma les plus lointains qu'on ait vus, donc les premiers qui se sont produits dans l'histoire de l'univers, c'était typiquement autour de 500 millions d'années après le début de l'univers. Donc quand l'univers était encore très très jeune et que se formaient les premières galaxies. Donc en fait, on voit ça, mais on voit ça tel que c'était, pas très longtemps après le Big Bang, en fait. Tout à fait, on a un outil qui nous permet d'explorer l'univers à ces grandes distances. Alors, on voit des sursauts gamma qui sont plus près, et ça nous permet, par exemple, de mesurer comment la formation et la mort des grosses étoiles, comment ont évolué au cours de l'histoire de l'univers. On voit, par exemple, des époques où se formaient beaucoup plus d'étoiles que maintenant. Maintenant, on est dans une période très calme. Eh bien, on va revenir, sur ce sujet la semaine prochaine parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Par exemple, tu nous avais dit la dernière fois, il y a 2 ans, qu'il y avait, 2 types de sursauts, des courts et des longs. Donc, il faut que tu nous expliques tout ça. La l'émission se termine aujourd'hui, donc on va revenir la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean-Luc. À la semaine prochaine, Sylvie.